Bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir parlé cette grève d'être là. Vous connaissez tous Frédéric Chauvert, qui est chef de service en psychiatrie au service des urgences, mais qui est aussi rattaché au département de philosophie de Nice. Ce soir, c'est l'addiction versus phénoménologique, et que la phénoménologie dont tu vas t'inspirer, c'est celle de Lévinas. Je vais d'emblée, un peu comme ça, rentrer dans Lévinas pour peut-être aussi te dire par quoi certains psychosomaticiens ici vont être intéressés. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir comme ça quelques points communs. Alors, dans Éthique et Infini, par le sous la gouverne, Lévinas place le visage comme source d'une subjectivité dont la spécificité est d'ordre éthique et moral. Autrement dit, la perception du visage, pour Lévinas, crée une morale subjective à l'égard de l'autre. Il va tirer ce concept philosophique de cette capacité à ressentir, ne serait-ce que l'espace d'un instant, l'extrême vulnérabilité d'un visage, et en ce sens, je pense que tu vas développer peut-être cette idée, parce que c'est cette histoire de vulnérabilité ou cette référence au visage. Et c'est en ce sens où la morale, pour Lévinas, l'est née de la rencontre avec autrui. Alors, deux points communs, ou en tout cas deux éléments qui nous intéressent ici pour la psychosomatique relationnelle, c'est d'abord celui de la notion de relation, car la finalité de la morale, en fait, chez Lévinas, elle n'est pas issue de l'autonomie de la raison comme dans la morale kantienne, mais c'est une morale dont on a compris qu'elle naît de la relation, et c'est cette relation qui implique une subjectivité morale liée à l'autre. Ça, c'est le premier point commun, c'est-à-dire cette dimension relationnelle où, comme on l'a souvent développé ici, rien ne peut exister en dehors de la relation. Quand on se base sur le concept de la psychosomatique relationnelle et des travaux de Sami Ali, j'en parle largement, je ne vais pas revenir là-dessus. Le deuxième, c'est celui du visage. Alors ça, c'est intéressant car je pense que l'important des travaux de Sami Ali, même s'il a travaillé à partir d'un certain nombre d'autres chercheurs, et notamment à partir de Spitz au départ, cette histoire du visage, c'est pour la psychosomatique relationnelle, en tout cas, c'est un des facteurs fondamentaux pour la création de la subjectivité humaine, et ça dès l'origine. Alors c'est vrai que, même si on reprend le mythe de la Genèse, de Adam et Ève, c'est vrai que c'est à partir du moment où ils ont mangé le fruit défendu et le péché interdit, évidemment, c'est Ève qui se rend compte qu'ils sont nus, et c'est elle qui demande à ce qu'on puisse se voiler. C'est intéressant ça quand même, mine de rien, c'est-à-dire que c'est la femme, ou c'est Ève qui demande, je dirais la première, le voile, mais c'est en même temps la femme qui va créer cette subjectivité. Je passe sur cette idée, je vais revenir sur l'histoire du visage. Alors pourquoi le visage, c'est un des facteurs fondamentaux de la subjectivité humaine? Parce que le visage, évidemment, c'est ce qui nous représente le plus, mais c'est ce qui nous appartient le moins, dans la mesure où il est tourné vers l'extérieur et que dès l'origine, il est visible que du point de vue de l'autre. C'est-à-dire, au fond, le visible pendant un certain temps va coïncider avec l'invisible en soi. C'est-à-dire que les choses vont être complètement extérieures. Ce qui veut dire que avoir un visage, ça passe d'abord par avoir le visage de l'autre, c'est-à-dire le visage de la mère. Et donc, c'est à partir de là, c'est à partir de cette donnée-là, de cette relation, on n'a pas de visage, puis après on a le visage de la mère, et puis c'est à partir de là qu'on va tirer son visage du visage de la mère, mais bien sûr, on va récupérer un visage en se représentant un visage. C'est en ce sens que voilà, le visage est source de subjectivité, parce qu'il fait référence à une représentation, étant donné qu'on ne peut pas voir soi-même son visage si on n'a pas affaire à un média, que ce soit l'autre ou que ce soit effectivement le miroir. Alors, je lis ce que tu nous proposes, Frédéric, c'est rapide. L'ouverture éthique envisagée comme véritable désenchantement à partir de la philosophie d'Emmanuel Lévinas
nous permet de penser la sortie de l'enfermement de la personne addicte vers une extériorité irréductible de l'autre en tant qu'autre. Alors c'est vrai que les questions comme ça qui me viennent tout de suite à l'esprit à partir de ce que je vous ai proposé, ces 2-3 idées d'introduction. Qu'est-ce que c'est ces notions d'autre et qu'est-ce que c'est ces notions d'extériorité ou quel autre lévinassien ou de quoi parle Lévinas quand il parle de l'extérieur? Parce que c'est vrai que du point de vue de l'addiction, tout le monde va s'accorder à dire que c'est vrai véritablement autour de ces processus de séparation et de différenciation que l'addict bute. Alors, j'avais proposé la fois précédente, devant tout l'apport de la psychanalyse, autour de cette notion du besoin qui ne peut pas se transformer en désir et de cette notion d'auto-érotisme que développe Freud. Et j'ai parlé aussi, pour englober tout cela, de cette dimension relationnelle pour lequel Sami Ali, lui, privilégie plutôt l'idée d'une représentation liée à l'affect. Bon, alors, pas non plus rentrer là-dedans, mais si tu veux, c'est toujours dans ce rapport-là où la question de l'imaginaire, ou la question du désir, voilà, est quand même en majeure partie ou inexistante ou refoulée, on va dire ça comme ça. Voilà, donc on va écouter, peut-être en se référant à ces quelques idées. Je quitte le micro et c'est avec plaisir. Merci. Donc bonsoir à tous. Donc je vais vous parler d'un texte qui est particulier de Lévinas. Il s'agit de Don Quichotte, l'ensorcellement et la fin. Et dans ce texte, qui fait partie du livre Dieu et la mort, c'est un recueil qu'a mis en place Jacques Roland, qui est un des commentateurs de Lévinas et qui a recueilli lui-même les notes. Ce qui nous est proposé, parce que c'est un peu la fin de Lévinas, on va dire, dans son écriture, où il commence assez tôt, juste après les carnets de captivité qu'il écrit, ses références à la manière dont il faut s'évader, l'évasion. Et vous avez un livre qui s'appelle Évasion, avec des expériences comme ça qui sont racontées. Et l'idée, si vous voulez, c'est que peu à peu, il va tourner autour de cette question de l'autre qu'on vient d'envisager. Et qu'au départ, il est en train de construire, on va dire, cette idée de l'altérité pour finalement aboutir au fait qu'on n'existe qu'à partir de l'altérité. Voilà. Et je pense que ça, c'est une question qui est intéressante pour la question de l'addiction, parce que quand même, dans l'addiction, c'est ce qu'on entend parfois dans le discours, ce que l'on voit, c'est de part et d'autre. Moi, je pense à tous les personnes qui travaillent dans les services d'addictologie, comment ils sont toujours particuliers, pour moi, dans le sens qu'il y a quelque chose d'eux, on voit qu'ils sont disposés à cette altérité vis-à-vis des patients. C'est pas facile, en plus, ça demande une certaine façon d'être. Et puis cette altérité, elle manque chez l'addict. Et pour lui, c'est compliqué, cette affaire. Et c'est vrai que pour avoir parfois pris des patients au long cours comme ça, et qui avaient cette carte de visite, on va dire, et puis qui commençaient finalement à s'accrocher aux soins, à la relation, à la manière dont je pouvais leur proposer un suivi. Alors bien sûr, il y avait cette devanture, et puis il y avait d'autres soucis derrière, mais je trouve que dans l'accroche avec la personne, lorsqu'elle était possible, il faut être très patient. Et que le relationnel, c'est vraiment quelque chose qui est d'une importance énorme. Et donc, dans ce texte que je vous propose, c'est une parabole un petit peu, cette affaire, puisqu'elle est tirée de Don Quichotte. Et la question pour
premières questions qu'évoque Lévinas dans sa philosophie, c'est que le jeu est captif de lui-même. C'est-à-dire, on a toujours ce moi-là qui est très exigeant et qui exige que le soi-même lui ressemble. Et les soucis viennent de là. Dieu sait que dans une existence, c'est un problème. Et Lévinas, dans ce texte, sort de la référence à l'être et va nous dire pourquoi il faut sortir de cette référence à l'être. C'est un peu un combat contre Heidegger, il l'attaque un peu de front. Parce que pour lui, la relation, avant tout, bien sûr, il la veut éthique. Et qu'il va avoir des phrases, il a un langage toujours très particulier, moi que je trouve vraiment, c'est de la poésie, parfois. Il présuppose un retour à l'essentiel, à ce qu'est la responsabilité. Et je le cite, du pauvre, de la veuve et de l'orphelin, de l'étranger. Et cette responsabilité ne peut pas être spéculative. Et c'est des mots qui figurent dans la traduction espagnole de totalité et infini, où vraiment il commence, il y a eu le temps et l'autre, l'altérité arrive, puis totalité et infini, et ensuite être autrement que l'être. Je ne me souviens plus exactement du titre, mais c'est de plus en plus une recherche et une avancée pour aller vraiment dans l'altérité. Et il nous propose une altérité en s'appuyant sur l'œuvre de Cervantes. Et c'est des cours de février 1976. Ce dont il est question ici, c'est de l'ensorcellement et de l'enchantement. Et cette question de l'ensorcellement, elle tourne autour d'une question centrale de la phénoménologie, c'est de l'amphibologie de l'apparence qui sommeille en tout apparaître. Et que si on pouvait résumer ce qu'est le travail de la phénoménologie dans sa recherche, c'est d'aller à l'apparaître de l'apparaître. C'est-à-dire, souvent on s'arrête comme ça au premier signe, on va le dire du côté du soin, les premiers symptômes, et bien sûr, chaque catégorie, on va dire, théorique a son regard, et la plupart du temps, il faut épaissir cette affaire, il faut aller dans la recherche. Et ce qui est intéressant pour la phénoménologie, c'est cet apparaître, même l'apparaître de ce qui n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller retourner et se dire, mais voilà, on avait cette question, on voyait la chose, mais derrière la chose, c'est une apparence, et il y a un apparaître qui est là, et c'est beaucoup plus compliqué. Et Cervantes, il va l'exprimer d'une façon particulière, c'est au travers du débat entre Don Quichotte, qui est un idéaliste passionné, téméraire, un peu comme ça, et il est trompé par les fantômes des merveilleux chars et châteaux. Donc il est là, voilà, l'idéaliste passionné, et puis de l'autre côté, son valet, Sancho Panza, qui lui est à la lucidité, c'est le lucide réaliste. Et alors, ils sont en train de se battre entre eux, là, parce que finalement, Don Quichotte lui dit, mais bon, je suis enchanté, quoi. Et ces gens qui sont là, il faut lire ce passage, hein, c'est dans le chapitre, attendez que je vous le trouve. C'est page 463, voilà, de 460 à 480. Et de l'autre côté, vous avez Sancho Panza qui dénie, lui, d'avoir été berné par des personnes de chair, mais les fantômes rêvés, c'est pas ça, c'est pas comme le maître les a imaginés, le croit et l'affirme. Et ils vont se disputer, parce qu'ils ne sont pas d'accord dans cette affaire. Et il y a comme une farce qui se produit à l'intérieur de la farce, qui va faire évoluer ces deux
combattants, on va dire, dans leur dispute, vers toutes les suppositions possibles de l'apparence qui sommeille en tout apparaître. Et alors, au départ, ils sont dans leur rôle respectif, et puis ils vont en sortir. Et puis chacun a une façon d'examiner, de façon tout à fait propre, les conditions de possibilité de leur position d'enchanté. Mais peu à peu, ça débouche sur une espèce de translation d'une intériorité rassurante. Et c'est ainsi que Don Quichotte vit cette aventure passionnée de l'enseignement du monde comme de l'enchantement de lui-même. Mais il y a un mais. Il y a un mais parce que quand même, en même temps qu'il les regarde, il se dit, mais finalement, c'est des fantômes, ils sont en train de nous avoir, mais ils ont un caractère qui est assez étrange. Et donc ils se disent, s'enchanter, moi je le suis aussi. Et en même temps, dans cet enchantement, et c'est là où Lévinas attire notre attention, bien qu'il soit enchanté, il a quand même accès à l'expérience du désenchantement. C'est-à-dire, il se pose cette question, hein, il est à la fois, on dirait presque dans le délire, mais en même temps, les choses pourraient s'arrêter. Je le cite. « Si je pensais n'être point enchanté, et que je me tinsse en cette cage, paresseux et couard, en privant plusieurs affligés, et nécessiteux du secours que je pourrais leur donner, tandis qu'ils auraient pour l'heure présente un précis et un extrême besoin de mon aide et de leur protection. » Et tout enchanté qu'il est, par les choses auxquelles il est convié, il y a quelque chose qui s'ouvre en lui par la voie du désenchantement, par la voie de ce que Lévinas va nommer la transcendance. Et une transcendance dont le mouvement n'est pas celui de la négativité. C'est-à-dire, vraiment, il en fait acte quelque part. Je cite encore Lévinas dans Totalité infinie. La négativité, elle, suppose un être installé, placé dans un lieu où il est chez soi. Le négateur et le nié se posent ensemble. Ils forment un système qui constitue le mystère de l'engagé. Le mélancolique, par exemple, qui se vit comme rien, s'oppose à sa condition tout en demeurant attaché à sa condition dans le retour perpétuel du rien. Chez le mélancolique, tout vouloir autre ou vouloir ailleurs qui pourrait avoir le visage d'un autre monde ailleurs tient encore au même de l'ici-bas qu'il refuse. Et alors, ils sont tous les deux enfermés dans la représentation, Sancho Panza et Don Quichotte, et en même temps, ils s'exténuent à sortir d'eux-mêmes, qui ne visent qu'à faire coïncider le moi avec soi-même, avec leur regard théorique sur ce qu'ils sont en train de vivre. Pardon. Et là, le moi, il joue contre l'autre du monde, pour y séjourner, s'y identifier en y existant chez soi, comme une espèce de folie résonante qui tourne en rond, hein, une farce dans la farce, qui se prend souvent pour affirmation d'une liberté et qui neutralise l'autre en l'englobant, qui devient thème ou objet. Je vous cite Lévinas encore. Connaître ontologiquement, c'est-à-dire connaître par l'être, c'est surprendre dans les temps affrontés ce par quoi il n'est pas étant-ci, cet étranger-ci, mais ce par quoi il se trahit en quelque manière, se livre, se donne à l'horizon, où il se perd, et apparaît, donne prise, et apparaît concept. Et donc tous les deux, ils vont, de par leur discussion, contourner la référence à l'être. Et pourquoi ils la contournent? Parce qu'il y a quelque chose qui les passionne à tous les deux, c'est la réalité concrète d'autrui dans ce face-à-face. C'est-à-dire, même Don Quichotte qui est pris par ce questionnement, enchantement, désenchantement, Sancho Panza qui est dans une autre manière plus réaliste, mais qui a les mêmes problèmes parce que lui aussi a des intérêts dans cette histoire, se dire, mais la seule chose que j'ai à faire quand même,
que si jamais je suis enchanté, je ne pourrai pas venir en aide aux autres. C'est la question qui revient de façon inlassable chez Don Quichotte. Comme si tout d'un coup il sortait de l'être, et justement par la manière dont il est tiré par la notion de l'autre. Et donc toutes les oppositions s'oublient au profit de la réalité concrète d'autrui dans ce face-à-face. Il faut répondre, dit-il, à l'appel des affligés, auquel tout chevalier errant doit se rendre. Et Lévinas nous dit « ouverture éthique à l'irruption du visage d'autrui, qui, dans l'éthique chevaleresque, construit le désenchantement du monde, sorti de l'enfermement dans l'être vers l'extériorité irréductible de l'autre en tant qu'autre. » Alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux venir, mais parfois j'ai des mauvais souvenirs dans la prise en charge des personnes addictes. Vous voyez, ces mirages dans lesquels on est pris, la manière dont ils sont refusés d'emblée. Alors on le sait, c'est toujours les circonstances qui sont compliquées, hein, mais la personne addicte, hurlante, qui comme ça arrive en répétition au bout d'un moment, plus personne n'en veut. Et là nous sommes collés à l'être, on est enchantés. La question n'est pas là. Est-ce que vraiment c'est notre métier de faire pas cas de cette corporéité, là, tout d'un coup, de l'évacuer? Et c'est bien parce que le besoin d'aide est pressant que la conscience de Don Quichotte se voit désenchantée et comme en demeure d'y répondre, comme si le tout de l'autre était entre ses mains. Donc ça nous amène, cette réflexion sur Don Quichotte, à être vigilant à toutes nos geôles propres qui vont déboucher sur ces clôtures perceptives et théoriques du jeu avec soi-même. C'est ça, c'est-à-dire à un moment, le moi prend le territoire et il nous empêche d'aller vers ce à quoi nous sommes portés, justement. Là, aucune voix venant de l'extérieur n'atteint la conscience pétrifiée et rassurée par tout processus d'auto-enchantement. Cela, ça veut dire que ça suppose, et au fond on le voit dans la clinique, comment on est souvent résout, mais bon, ça demande d'y réfléchir, un véritable décentrement de la conscience, dorénavant tourné vers autrui. On peut rapprocher, comme je vous le disais, l'idéal chevaleresque de l'idéal médical. L'ouverture éthique dépend de l'ouverture théorique dont dépend l'ouverture clinique, à cet autre de l'autre. Alors, il y a une autre histoire aussi, et il y a un collègue espagnol qui en parle, de l'université d'ailleurs du Pérou, c'est très marrant, il parle de l'autre problème qui va se poser à Don Quichotte, c'est la procession de la Vierge. Finalement, tous ceux qui voulaient l'enchanter, ces fantômes qui sont des brigands, qui veulent absolument ensorceler, ils sont en train de trimballer la Vierge parce que il n'y a pas de pluie, la terre est sèche actuellement, et donc ils font cette demande miséricordieuse. Et là, alors, l'imagination chevaleresque, parler de l'imagination tout à l'heure, l'imaginaire, mais de Don Quichotte, elle va s'exprimer là de façon hyperbolique, comme dit souvent Lévinas, c'est-à-dire ça va trop loin, mais il faut aller loin pour comprendre, au point que pour Don Quichotte, pour lui il n'est pas question des phénomènes naturels, mais avant tout, lui il n'en a rien à foutre de la pluie ou du désert, c'est la responsabilité à l'égard d'autrui qui s'adresse à lui sous forme d'un appel et d'une sommation, mise en question du même par l'autre. Et alors, il va finalement dire aux personnes qui sont là, mais non, mais cette brave dame, laissez-la tranquille, elle ne vous a rien fait, laissez-la aller, je vais m'en occuper. Et complètement, personne ne comprend effectivement ce qu'il raconte. Donc finalement, la théorie,
comme respect de l'extériorité, dessine une autre structure essentielle de la métaphysique. Elle a le souci de critique dans son intelligence de l'être ou ontologie, et elle découvre le dogmatisme et l'arbitraire naïf de sa spontanéité et met en question la liberté ontologique. Cette spontanéité égoïste du même par l'autre, c'est plus que ça. C'est là où la notion de visage est importante chez Lévinas. Et il a des phrases, bien sûr, parce que le visage, c'est pas le visage. Le visage, par exemple, il nous dit, c'est la main tendue. Autrui, finalement, cette brave dame que tout le monde trimballe, alors qu'elle n'est pas là, bien sûr, en chair et en os, il s'agit d'un vulgaire masque, mais lui, au travers de ce masque, il voit cette dame qu'il faut protéger. Directement, alors que c'est qu'une poupée de cire. Il convient donc, nous dit Lévinas, c'est toujours dans totalité et infinie, de délaisser le matérialisme pour découvrir la fonction primordiale de la sensibilité, qui est celle d'où l'on part. Et là d'où l'on part. C'est la source qui peut aussi se nommer visage, je le cite, du visage comme d'une source où tout sens apparaît, du visage dans sa nullité absolue. Plus loin encore, dans sa misère de tête qui ne trouve pas de lieu où reposer. On voit des misères de tête. Partir du visage, au fond, dit-il, c'est partir de la sensibilité. C'est affirmer que l'être se joue dans le rapport entre les hommes. Un être est pris d'un désir qui n'est pas besoin, simple effet d'un manque, mais désir d'une personne. Aspiration à laquelle on ne peut se dérober. Ainsi, pour Lévinas, la responsabilité apparaît comme la structure essentielle et fondamentale de la subjectivité, qui n'est pas un pour soi, mais le un pour l'autre. C'est une responsabilité qui n'est pas le fait de soi-même, comme on le croit. Comme on le dit d'habitude, à la limite, ce qui ne me regarde pas, car il commence dès qu'autrui me regarde et qu'il est abordé par moi, comme le regard de ce visage. Il est une voie d'accès irréductible, et ce n'est que dans un langage éthique que l'on peut en parler. Je cite Lévinas, « J'ai dit que selon mon analyse du visage, ce dernier implore. Il implore. Il n'est pas question, il n'est pas une question. Le visage est une main qui quête, une main ouverte. Comprenons qu'il a besoin de quelque chose, qu'il vous demande quelque chose. Je ne sais si l'on peut dire que c'est simple ou complexe, quoi qu'il en soit. Il y a là une manière nouvelle de parler du visage. Et donc ce visage n'est pas une perception pure. Ça n'est pas là où on est enfermé dans l'être. Ce n'est pas le résultat d'une intentionnalité qui tendrait vers une adéquation. Le visage me demande et m'ordonne. C'est une main tendue. Je le cite, « L'événement propre de l'expression consiste à porter témoignage de soi en garantissant ce témoignage. Cette attestation de soi ne se peut que comme visage, c'est-à-dire comme visage, c'est-à-dire comme parole. Elle produit le commencement de l'intelligibilité, l'initialité même, la principauté, la souveraineté royale qui commande inconditionnellement. Au fond, le visage m'ordonne quand il me parle, car il le fait de manière essentielle, même si l'autre ne me dit rien. Parfois même par son silence, par sa seule présence qui est parole, adressée, d'une adresse de parole qui est le parler essentiel, sans mots, essence même du phénomène du visage. Donc,
on voit comment dans le soin, l'écoute et l'entendre de l'autre ne peut se défaire de reconnaître autrui, de reconnaître la fin. C'est comme ça qu'il va terminer ce texte sur Don Quichotte. La fin dans le regard de l'étranger, de la veuve, de l'orphelin, de la victime, qui rapport du même avec l'autre, accueil de l'autre, et où surviennent les choses, non pas comme on les édifie, mais comme on les donne. Alors, bien sûr, se pose cette question inéluctable et troublante, mais comment sortir de l'encerclement, celui de Don Quichotte enfermé dans sa passion de l'enchantement par l'apparence qui sommeille en tout apparaître. C'est de ça qu'on est parti. Le savoir avec certitude en y reconnaissant l'expérience du cogito, cela suffirait-il pour que le jeu puisse se reposer sur sa bonne conscience? C'est un peu l'expérience quotidienne. L'issue, nous dit-il, Lévinas, est dans le mouvement qui va de l'un vers l'autre homme, de l'un vers l'autre. Dans l'humilité de la faim et de la souffrance, se dessine alors une transcendance non ontologique. Et c'est ça sa différence, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans la perception, on est dans quelque chose qui nous amène, qui peut être plus fort que cela, et qui a sa racine dans la corporéité des hommes. Cette privation de la satiété et du ne pas souffrir rend inconsolable celui qui en pâtit, inconsolable de devoir se désespérer de cette privation même. Dans ce désespoir, cette misère de tête ne peut se débattre contre la surface de pierre en se frappant contre un mur. Comme si elle appelait à quelque envers du rien, appel sans raison ni oraison, ni visée, ni thématisation, comme une version préintentionnelle, comme une départition hors du monde. Question où il ne s'agit pas de prendre, mais d'infiniment mendier. Vous voyez jusqu'où il inverse le rapport. Question sans réponse et comme un écho énigmatique ou ambigu de la question. Cette perplexité nous met d'emblée au niveau de l'autre homme, faim et souffrance d'autrui. En dehors des ensorcellements, divertissements de toutes sortes, qu'est-ce qu'elle fait, cette faim? Qu'est-ce qu'elle fait, cette souffrance? Elle réveille les hommes de leur assoupissement de rebut et de leur suffisance. On ne s'étonne pas assez, dit Lévinas, à la fin de ce texte, du transfert qui va du souvenir de ma propre faim à la souffrance et à la compassion pour la faim de l'autre homme. Ce transfert, transport, ce mouvement traduit l'incessible responsabilité, l'impossibilité de la dérobade qui individue le bien portant, lorsqu'il ne comprend pas l'affamé ou le souffrant, et ne cesse d'échapper pour lui-même à sa propre responsabilité, sans pour autant échapper à soi. Être un individu et le rester, c'est cette impossibilité à se dérober tout en se dérobant, parce que l'on est condamné à rester soi-même. Prendre en charge la souffrance exige de se souvenir encore, au sein même de nos enchantements, quels qu'ils soient. Pas mal d'enchantements théoriques, vraiment de ce langage qui des fois vient obturer la perception, pas la perception, mais ce rapport à l'autre, quel qu'il soit, quelles que soient les théories qui les sous-tendent, de la trace de cette impossible dérobade et l'incessible responsabilité. Dans la possibilité d'être jeu, la vie retient son souffle et sa vitalité de force qui va. L'écoute de l'autre par l'un, la sortie de soi de l'un vers l'autre et la réponse à la question, et la prière pré-orationnelle de la fin. Au fond, c'est la question qu'il avait envisagée plusieurs années auparavant. Se dégager de la référence à l'être, c'est entrer dans le temps de l'autre, c'est s'impliquer depuis la mise en intrigue dans la relation interpersonnelle vers la rencontre pour l'autre. Premier pas d'un appel au fait d'exister quand il est bien en peine de se manifester. On entend souvent cette idée du soignant qui est un peu le passeur d'existence.
Alors au fond, l'addiction, est-ce que ça n'a pas à voir avec cette tentative d'escapisme ou d'évasion? Un peu ce qu'on va voir sous les affres de la corporéité. Et la corporéité dans l'œuvre de Lévinas se décline de façon plurielle, au gré des écrits. Être soi-même, c'est prendre conscience de l'enchaînement original, inéluctable, unique à notre corps. On est enchaîné à notre corps, mais en même temps, il faut accepter cet enchaînement. Et dans l'expérience de la maladie, le dualisme entre le moi et le corps disparaît. L'homme et son corps. Se dessine peu à peu l'attachement de l'être rivé à soi, enchaîné à son corps, le fait de ne pouvoir s'échapper à soi-même. La dimension de la souffrance, au fond, c'est la dimension fondamentale de la corporéité. Et vous avez dans l'évasion l'expérience de la nausée, où il décrit comment la nausée à la fois nous retient et on ne sait pas comment s'en débarrasser. Rivé à soi, et la douleur d'être là comme un paquet, un poids, une pesanteur dont il faut s'échapper. Quelque chose qui se montre précisément lorsqu'elle est en souffrance, où se manifeste une impossibilité d'en sortir, et surtout on a ce vécu de l'inamovibilité de cette présence, l'irrémissibilité de l'être. Au fond, le corps nous rattache à l'expérience de ce moi collé au soi-même. Elle se caractérise, cette souffrance, par une impossibilité de pouvoir l'interrompre et le sentiment d'y être rivé, d'où la nécessité de sortir de soi, par la transcendance. Briser l'enchaînement le plus irrémissible, le plus radical, que le moi et soi-même. À un moment, il va même au-delà de la transcendance, il parle de l'excendance. Et l'addiction, est-ce que c'est pas l'aide comme ça d'une transcendance factice? Dans la honte, la nudité, en tant qu'exposition, vulnérabilité, subjectivité qui veut et ne peut se cacher dans une fuite impossible. Comment se fait-il qu'avec toutes les règles que l'on pose, celles-ci sont toujours le discours qui est tenu, des choses extrêmement posées, et à la fois on voit bien qu'elles ne peuvent pas être tenues. Et pourtant on continue à jouer ce jeu-là en tant que soignant. Vous voyez la complexité, hein, je ne dis pas qu'il faut absolument faire autrement. Mais cet enchaînement, on suit l'enchaînement de l'autre. Donc ça demande peut-être des soins plus personnalisés. Autre partie aussi donc, de l'addiction comme recherche désespérée de l'autre, le soin ou la rencontre à l'impossible. Et là, si vous voulez, c'est vrai que je fais une jonction, parce qu'ils l'ont faite eux-mêmes, entre Lévinas et Derrida. Parce que, au fond, à la fois ils étaient rivaux, mais il y avait vraiment quelque chose qu'ils avaient à partager. Vous avez des articles comme ça actuellement qu'on doit passer sur l'anorexie avec des problématiques de l'altérité qui sont posées. Altérité à détruire, à la fois radicale, dans un mouvement double, lutte entre l'assujettissement à l'altérité de l'autre et son expulsion. Le vomissement. Est-ce que la pathologie addictive, c'est pas un peu cette conjuration et cette recherche désespérée de l'événement de l'altérité? Le problème, et on l'a évoqué, comment c'est la réponse à un jeu en quête de transcendance. Comment amener un questionnement sur l'existence, un appel à l'existence, à apprendre comment la crise est au contraire un appel à l'existence, à son ouverture sur le monde, à cette transcendance qu'évoquait Don Quichotte en fuyant le théorique. Le plus dur au fond à porter, à supporter, cet inappropriable de l'existence qui appelle exister, à penser l'appropriation de l'inappropriable.
Il s'agit ici de conjurer l'événement, et surtout conjurer l'événement de l'autre. Cet événement, l'autre de l'autre. Est-il possible de rencontrer la personne addicte? On en voit les limites et ce que ça demande. Elle qui perd son visage pour ne pas rencontrer. Ne pas rencontrer pour ne pas souffrir. Se détourner dans les objets. Au fond, on peut voir aussi, on a évoqué les thérapeutes enchantés, ensorcelés, enfermés dans l'exigence d'une demande d'une présence absolue et de faits menaçantes, absolues et appuyées, la recherche du sans faille, appel et à la fois refus, à la fois une épreuve nécessaire, incontournable peut-être, la condition par l'épreuve, le pathéimatos. Et là, un certain impossible qui renvoie au participe de l'éthique, comme évoqué Derrida. On est là dans la traversée des apories, difficulté logique insoluble selon l'expression heideggerienne empruntée par Lévinas, la possibilité de l'impossible. Et l'éthique appliquée, c'est-à-dire dont le sens est ignoré, dont le sens est présupposé, ignoré. Car au fond, la question est celle-là. Qu'est-ce que la responsabilité? C'est étonnant parce qu'on le questionne. Alors, c'est Derrida qui reparle de ce questionnement dans le livre qu'il a adressé lorsque Lévinas est mort. Il s'appelle Adieu. Très beau livre. Et la confession de Lévinas, quand on lui parlait de la responsabilité et de l'éthique, voilà ce qu'il disait. On dit que je fais de l'éthique, mais au fond, ce qui m'intéresse, c'est pas le saint. C'est la sainteté du saint. Voilà. Du grain à moudre, je pense. Et la déconstruction de Derrida, elle, va être de révéler les apories propres au système. L'impossible pour lui n'est plus l'opposé du possible, c'est ce qui hante le possible. D'ailleurs, sa question, c'est dire l'événement, est-ce que c'est possible? C'est tous ces nouveaux phénoménologues un peu à la française, comme on les appelle actuellement la nouvelle phénoménologie française. Merleau-Ponty, Michel Henry, Lévinas, Derrida. Une impossible de l'éthique qui en est sa possibilité, nous dit Derrida. L'épreuve de l'événement, ce qui à la fois dans l'événement s'éprouve et résiste dans l'expérience, c'est une certaine inappropriabilité de ce qui m'arrive. C'est ce que redoute l'addict. Et en miroir, dans la relation de soins, c'est ce qui caractérise l'épreuve de la rencontre avec la personne addicte. L'impossibilité à faire avec cette résistance. Et là où je voulais terminer pour ne pas vous prolonger encore, c'était sur cette histoire de l'événement et de l'éthique. De l'éthique où Derrida parle beaucoup plus, au-delà de la responsabilité, il parle de l'hospitalité. On revient vraiment à des termes comme ça, essentiels. Et cette hospitalité qui ne dépend pas de l'arrivée, c'est-à-dire de la personne qui est là, mais qui dépend vraiment de l'arrivant. Quelque chose qui est à mettre en place, si vous voulez, parce que en partant de cette éthique de l'hospitalité, éthique de l'altérité, de l'accueil de l'autre, il part de cette notion d'événement, ce qui arrive imprévisiblement, singulièrement. Non seulement ce qui arrive, c'est-à-dire l'arrivant. La question, que faire avec ce qui arrive? Commande une pensée de l'hospitalité. La pensée de l'hospitalité, celle du don, du pardon, du secret, du témoignage.
L'autre arrive, nous dit-il, quand il arrive. Ce qui arrive, arrive. Et c'est au fond le seul événement digne de ce nom. Et donc il propose, en contraste avec l'hospitalité conditionnelle, et Dieu sait que dans les institutions, on peut être là-dedans, et on le comprend aussi, qui est en dernière analyse l'exercice du pouvoir des maîtres des lieux sur l'arrivant, en lui posant ces conditions, une hospitalité pure, inconditionnelle, infinie ou absolue, en un sens bien précis. L'hospitalité elle-même s'ouvre, elle est d'avance ouverte à quiconque n'est ni attendu, ni invité, à quiconque arrivant visiteur, absolument étranger, en arrivant non identifiable et imprévisible tout autre. Et on voit que chez Lévinas, l'éthique est à l'impossible. Et chez Derrida, encore plus. L'éthique est à l'impossible. Et c'est, je pense que le chemin qu'il nous propose, c'est ce parcours-là. Hein, c'est-à-dire aller au-delà de ce que l'on peut penser et faire pour au moins sortir, on va dire, de la façon dont nous sommes arrivés à l'être en permanence. Merci de votre écoute. Eh bien, tu vas pouvoir davantage nous expliquer Lévinas. Alors, dire quelques mots. Oui, parce que en fait, ce que je comprends à partir de ce que tu as raconté, bon, ce qui m'intéressait, c'était ces deux dimensions, c'est-à-dire celle du visage et celle de la relation. Donc, un peu pour repérer la notion du visage chez Lévinas, elle aurait donc finalement cette... parce que au fond, je l'ai donné une exception assez symbolique, hein, c'est-à-dire dans l'histoire de l'inattendu, hein, mais qui aussi traduit, je dirais, le phénomène relationnel. Alors, est-ce que ça veut dire que pour Lévinas, une des premières relations, ou la relation originelle ou originaire, elle passe, je dirais, d'emblée par le visage? Est-ce que c'est le visage qui crée la relation? Alors, bon, c'est vrai qu'il faudrait revenir sur cette notion de relation. C'est une image, le visage. En fait, le visage, c'est pas le visage. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça que j'ai compris que c'était comme un symbole, ouais. Voilà, ou une métaphore. Ça peut être la main tendue, voilà. Ça peut être un connu, ça peut être... Mais ce serait la métaphore, finalement, de la dimension relationnelle, en quelque sorte, puisque c'est le rapport à l'autre qui est directement. Alors, est-ce qu'il s'inscrit pour Lévinas d'emblée à partir, je dirais, de cette entité visage, de cette fonction visage, comme si, au fond, la relation commençait là? D'abord, ça, c'est la première question. Hein, c'est-à-dire, quelle est cette fonction du visage chez Lévinas? Est-ce qu'elle n'est qu'une sorte de dimension métaphorique pour parler précisément de la relation et pour imposer l'idée qu'il n'y a pas comme ça d'autonomie en termes de fonctionnement ou de personnages isolés ou d'éléments isolés, dans la mesure où effectivement tout vient du lien ou de la relation, que l'on prenne l'astrophysique ou que l'on prenne l'être humain. Alors ensuite, autre question. C'est intéressant cette histoire de c'est pas le saint, c'est pas le saint. Le saint que je m'intéresse, c'est la sainteté du saint. Voilà. Alors là aussi, est-ce que quand il dit ça, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a l'homme et l'humain? Alors, ce n'est pas l'homme qui m'intéresse, c'est l'humain dans l'homme. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la pensée de Lévinas autour de cette sorte d'inclusion qui fait que, au fond, qu'est-ce que ce serait l'homme? Une sorte de paquet de réalité. Et l'humain, lui, par contre, il s'est dédié ou constitué uniquement par la relation. Ce qui aussi me paraît évident d'une certaine manière. Hein. C'est ça la complication avec la pensée de Lévinas, parce que nous, on est enfermé dans la clinique, on est enfermé dans l'homme, on est enfermé dans le sujet. Et lui, c'est vrai qu'il est parti de ça, que lui-même, il va être confronté à des choses extrêmement difficiles et que tous les concepts qu'on a évoqués là ce soir ont été rédigés pendant ces carnets de captivité. Et ensuite, ça aboutit à ce qu'il en a fait. Mais si on se réfère à l'homme, si on se réfère à des choses comme ça, on est dans l'être.
Et pour lui, il n'y a pas d'avenir dans l'être et dans les images. Ce qui est important, c'est cette manière dont on est comme... par exemple, quand il parle de l'autre, il évoque « l'autre me frappe avant que d'être frappé ». C'est-à-dire avant même que je pense à l'autre, que je commence à y penser, ou que je le vois, ou que je m'en occupe, il est déjà en moi et a cet ascendant sur moi. C'est là où il y a ce point de vue original, parce que, au fond, il y a à la fois le Lévinas phénoménologue, et puis en même temps, il y a Lévinas qui s'occupe de la sensibilité. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui est en amont de tout ça. Oui. Bien. Oui, comme s'il avait tenu compte de la subjectivité humaine au sein même de la philosophie ou de l'éthique. Alors, c'est de la philosophie ou de l'éthique? Est-ce que cette notion c'est vrai que sa philosophie, au bout d'un moment, elle aboutit à cette éthique-là, mais c'est pas... Moi, je dirais c'est presque c'est de l'éthique appliquée, quoi. On en sort des concepts, nous, mais lui, c'est quelque chose qu'il imagine pour essayer de nous montrer ce que serait l'éthique. Voilà. On est encore dans la métaphore et la parabole, quoi. C'est là où c'est original. Autre question, est-ce que ça voudrait dire qu'il existe une éthique innée? Alors, est-ce qu'il existe une éthique innée? C'est-à-dire, c'est bien parce qu'on se réfugie dans l'être que notre moi est rivé au soi-même qu'on ne l'aperçoit pas. Voilà. D'accord. Qu'on est absolument chaque fois dans nos expériences conduit à oublier cela. Alors, je termine une dernière question et je vous laisse parler. Justement, qu'est-ce qu'il en est de la problématique de l'éthique par rapport à cette notion à la fois relationnelle et par rapport à cette notion de visage également, ou sous-entendu cette dimension éthique également, ou morale, ou subjective, on va dire. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas accès à cette subjectivité. Alors, voilà, l'idée, parce qu'on le retrouve finalement dans pas mal d'écrits, et des écrits cliniques ou de phénoménologie psychiatrique, hein, de souligner comme ça comment l'addict est dans cette recherche de l'autre, mais désespéré, voilà, qu'il est perdu. Il a perdu l'autre. Et en même temps, il se maintient là-dedans. Et il souffre de se maintenir là-dedans. Et que la clinique, elle nous amène à voir comment souvent il y a cette rencontre qui est particulière avec la personne addicte. C'est une rencontre qui amène vraiment il faut composer. Mais c'est pas ce qu'on fait. Alors que c'est ce qu'il faudrait faire. Mais derrière, il y a le cortège alors, peut-être qu'en dehors de l'institution, c'est pas la même chose, mais on est extrêmement limité dans ce qu'on propose. Dans les institutions, mais je ne parle pas de l'institution addictologie, je pense à la clinique que j'ai pu avoir aux urgences. Qu'est-ce qu'on propose aux addicts aux urgences, par exemple? C'est à l'inverse de tout ce qu'on raconte. C'est vite, il faut passer au suivant. En hôpital de jour, on travaillait ensemble, c'est peut-être pas la même chose. Parce que finalement, l'addiction, parce que l'addict, est-ce que vraiment il y a cette personne addicte et puis il y a un point barre dans la clinique? Souvent il y a une histoire, il y a une personne, il y a voir ce que nous on va appeler diagnostic, il y a une histoire, etc. Mais c'est dans ces structures-là, après un long temps, si les choses n'ont pas débouché sur la gravité, qu'on va pouvoir s'occuper vraiment de l'addict pour connaître l'autre. Voilà. Oui, tout à fait. Ce que j'ai développé un petit peu la semaine dernière, c'était, la précédente séance, pardon. Oui, c'était en rapport avec justement toute la difficulté d'avoir accès à la subjectivité, dans la mesure où le relationnel était amputé parce que, justement, orienté que sur cette capacité d'adaptation
pouvait avoir. C'est-à-dire qu'au fond, l'addiction, ça permettait de maintenir l'adaptation. Et donc, ça permettait de maintenir tout un fonctionnement adaptatif, en contrepartie qui est, effectivement, quand tu es adapté, on ne tient pas compte de ton opinion personnelle, tu dois être adapté, donc tu vas refouler précisément toute cette subjectivité. Ce qui veut dire, effectivement, quand tu dis qu'est-ce qu'on fait aux urgences, alors quand il est en état de manque, il est en état de crise, là il est fécond, il va produire des choses, mais l'institution va le ramener à l'adaptation. Il faut qu'il soit normal, qu'il ne pose pas de problème. Donc c'est un peu ça, un peu ce que tu voulais dire. Il y a de ça, voilà. Il y a de ça, souvent. Voilà, ça. Alors que c'est peut-être le moment critique qui est peut-être, je dirais, le plus propice, tenter en tout cas de modifier, d'entrer en relation en quelque sorte, ou qui se passe là, où il peut se passer là une relation. Comment se fait-il justement qu'il y ait tant de personnes qui passent dans cet état-là aux urgences? C'est la question qu'on peut avoir. Tiens, vas-y, parle parce que je crois qu'il... Comment se fait-il qu'il y a tant de personnes dans cet état-là qui passent aux urgences? C'est pas le hasard. C'est bien parce qu'il y a une demande énorme. Mais c'est pas le lieu, c'est pas le... Comment dire? Il y a quelque chose. Et pour l'intelligibilité de la relation, il faut vraiment qu'il y ait une interrelation qui ne peut pas se faire aux urgences, une interconnivence, un apprivoisement d'un côté et de l'autre dans le lien qui peut se faire. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de, voilà, s'occuper de l'autre, comme on disait, c'est-à-dire vraiment être là pour lui. Bon, les urgences, c'est le décor, au fond. Hein. Je veux dire, comme les institutions, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Et si nous, on n'est pas pris dans le décor, et qu'on fait référence vraiment à la relation, eh bien, on voit cette personne qui peut-être va revenir autrement. Ça ne marche pas à tous les coups, mais je veux dire, on ne peut pas être dans l'oubli d'essayer. Alors bon, c'est pas le lieu quand même, parce que c'est compliqué. Mais néanmoins, je veux dire, c'est vraiment une personne quoi, qui demande quelque chose. Oui, c'est en ce sens aussi le souci, c'est le problème d'une trop grande adaptation d'un comportement totalement conditionné. Il est bien entendu, quand il veut aller aux urgences ou quand il va rentrer dans une institution, on va lui remettre une couche. Et c'est tout ce qu'on va faire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. C'est-à-dire que voilà, alors, effectivement, ça part vite. Et est-ce qu'il y a, et quand même, il y a moyen, si on suit Lévinas, et de par l'éthique, de pouvoir parler avec le patient de cette extériorité, oui, qui concerne l'institution, qui concerne le patient, pour aboutir à l'intériorité. C'est-à-dire, c'est le jeu même dans lequel on est pris chacun. Lui a trouvé sa solution opératoire, mais en miroir, nous avons un autre aussi. Bonjour, enchanté, on a le même problème. Et c'est ça qui est important. Alors si on a le même problème, on peut parler. Et donc c'est vraiment aussi dans la manière dont se passe l'accueil et la rencontre, est-ce qu'on fait passer cette affaire-là, ou alors on est le référent de l'institution, comme l'a dit, et le référent de son opérateur à lui, quoi. Oui. C'est ça en miroir.
pour ça qu'on a intérêt à penser la relation. On a intérêt à penser la relation parce que ça se passe au niveau de la relation. C'est-à-dire, voilà, quand tu dis comment. Alors, c'est vrai que quand tu es comme ça, pris dans un système institutionnel, tu as aussi une réglementation de la relation. Donc, elle est assez réductrice. Ceci dit, il faut sortir, comme le disait Frédéric, peut-être il faut arriver à sortir de cela. Parce que d'une certaine manière, l'addict, c'est vrai qu'il est enfermé dans le besoin, et puis il est très pauvre du point de vue émotionnel, ou même du point de vue, effectivement, de pouvoir parler d'autre chose que de son addiction. On voit bien, quand on fait les thérapies des addicts, on est que fixé là-dessus. J'ai pris, j'ai pas pris, j'ai bu, j'ai pas bu, j'ai fait ça, j'ai vomi, j'ai pas vomi, on revient. Le discours, il va tourner toujours autour de l'addiction. Le reste reste très très pauvre, ce qui montre qu'il n'y a pas d'investissement non plus extérieur ou relationnel. Donc toute la difficulté de l'addict, c'est précisément à ce niveau de la relation. Alors après, c'est vrai, qu'est-ce que c'est que la relation? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Hein, parce qu'au fond, d'accord. Est-ce que tu as lu déjà, il y a un phénoménologue psychiatre qui a fait un papier sur la rencontre avec l'addict. Il est réunionnais. Il s'appelle, alors peut-être que l'orthographe n'est pas là, c'est Saïn Ghani, S-A-I tréma, je pense, comme un Sainte Ghani, et Ghani, G-A-N-Y. En tapant la rencontre avec il a fait un livre, il a fait des articles aussi, et c'est vrai que dans son travail, il revient aux questions d'éthique, il revient à cette affaire de la rencontre, à ce qu'on est en train de dire, et en même temps, il en souligne la difficulté. Mais il a une théorie tout à fait personnelle, parce que dans la phénoménologie, la rencontre, c'est quelque chose vraiment qui l'intéresse énormément, hein, et surtout le entre, hein, c'est-à-dire un peu le travail, une fois tu m'avais fait intervenir, de Binswanger, qui est ce contemporain de Freud, qui au départ est dans l'analyse, et puis qui après va commencer à s'occuper de la relation. Ce qui l'intéresse, c'est l'antre, il appelle ça l'antre. Ça va être pris aussi par des Japonais, en particulier un qui s'appelle Bin Kimura. C'est-à-dire, c'est pas ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'il y a du côté du patient et ce qu'il y a du côté du médecin ou du soignant, mais cet entre qu'il y a entre les deux et qui pose question. Et l'entre avec la personne addicte, c'est très compliqué, cette affaire. Ça résume un peu tout ce qu'on a dit, quoi. C'est-à-dire, chaque fois dans l'expérience, il faudrait pouvoir vérifier ce qu'on évoque sur ces pensées opératoires à l'œuvre de part et d'autre, les concepts du psy contre les concepts du patient, quoi, hein. L'éthique, c'est ça, au fond, hein, comment négocier dans cette affaire-là et trouver un langage commun en étant à la disposition de l'autre en même temps. C'est-à-dire, non pas... effectivement, il en faut des règles, mais il y a un moment où il faut pouvoir les dépasser, parce que sinon, on voit bien ce à quoi ça conduit, quoi. La personne qui revient sans cesse et qui n'en sort pas. Donc cherche-le, parce que franchement, j'ai lu son article, c'est vraiment bien. C'est vrai que finalement, on se rend compte, des fois, quand on essaie de s'extraire un peu, on fait des réunions, quand on discute soignant, je dirais, même si mon rôle de psychologue, il est un peu, se mettre un peu en retrait par rapport à cette notion de soin, justement, pour essayer d'entendre justement ce qui se chume de côté de ce sujet, et qu'on parle souvent de manque, donc après de mettre des limites. Effectivement, mais on est plus dans un discours éducatif d'une certaine façon. Voilà, c'est ça, c'est un discours de prothèse, quoi. Et finalement, bon, voilà, on en est là, mais on ne doit pas oublier que ce sont les choses bien qui sont à discuter, ces choses-là. Et c'est ça l'histoire de Don Quichotte. C'est que Don Quichotte est enfermé comme nous sommes enfermés dans les règles, et ce qu'on demande, et ce qu'on exige, et ainsi de suite. Et vraiment, quand on fait ça, est-ce que quand on est enchanté, on est avec le patient? Non. C'est un peu ce dont je voulais vous parler, parce que Lévinas, il sait le dire autrement, quoi. Alors bien sûr, il n'a pas de la clinique tous les jours à résoudre, mais il s'est penché sur ces questions-là.
Et c'est là où je pense que son article, lisez-le, faites-en vous une idée vous-même, c'est extraordinaire. Et vous avez un gars qui s'appelle Del Mastro Cesare, qui est espagnol et qui a fait dans l'art du comprendre, c'est une revue de phénoménologie, qui reprend l'article de Lévinas. En particulier, il y a des précisions qui ont été données dans la revue, dans le Totalité et Infinie, dans la préface espagnole, qui alimente la réflexion qui va apparaître plus tard dans le Don Quichotte, l'ensorcellement et la fin. J'ai l'impression qu'elle est trop focalisée sur la responsabilité au sens institutionnel, justement, étant donné qu'on vit dans une société qui prend, etc., le risque zéro. Et cette responsabilité-là, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps dans les ouvrages de Cynthia Fleury. Ouais. Ah oui, ouais. Et qui est philosophe aussi. Ouais. Donc il parle du soin, là elle soutient un petit ouvrage, le soin est une humanité. Et il parle de la civilisation qui s'est construite sur l'idée du soin, prendre soin de l'autre. Au moment où on bascule dans une responsabilité administrative, une notion de risque, on est voilà, il y a quelque chose qui échappe. C'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire vis-à-vis de l'éthique du soin, de se prendre soin de l'autre, qui est vraiment un terme heideggerien, la Fürsorge, dans la sollicitude bienveillante, et puis des fois qui peut être substitutive, et souvent on n'est que dans la sollicitude substitutive. C'est-à-dire on se met à la place de l'autre, et puis on lui imprime des règles, alors que tout le travail, si vous voulez quand même, je veux dire, tout le travail de Lévinas, c'est des personnes qui étaient dans le fil droit de Kierkegaard et de sa notion d'existence. C'était les personnes qu'on reçoit en crise d'existence, c'est quand même à un moment pour qu'elles puissent la résoudre. Je veux dire, c'est un appel, la crise, c'est un appel à l'ouvert, c'est un appel à ce qu'on puisse dépasser ça. Il y a des choses très très graves où il n'y a plus de crise. Ok, des fois, on est coincé là-dedans, mais il n'y en a plus parce que peut-être il y a eu une telle chronicité du soin et du patient qu'il n'y en a plus. Mais tant qu'il y en a des crises, tant mieux. Et donc c'est là où effectivement, un peu cette idée d'être cette personne qui va pouvoir amener l'autre à se mettre en question, parce que la crise, c'est une manière de trouver une solution. C'est pas la fin de tout, c'est le contraire. Or, on voit dans le rapport éthique comment, et beaucoup de phénoménologues, je dirais même philosophes, ont critiqué cette affaire de, actuellement, tout ce qui est vrai doit être prouvé, même l'éthique. Et on voit comment ça peut avoir des répercussions dans le soin, de contrôle. Alors c'est comme les carrosseries et la vaisselle et tout ça, ce qui est très bien, il le faut, ok. Mais ce dont on a parlé, et la responsabilité, c'est autre chose. Le don, c'est autre chose. Ça ne va pas rentrer du tout dans une méthode par l'épreuve. C'est là où Lévinas, il est dans sa manière de dire, mais non, on sort des images et posez-vous la question, mais qu'est-ce qui fait que quand je rencontre un autre comme ça, je suis complètement dessillé. Je ne sais pas pourquoi, mais comment. Voilà. Et que, bien sûr, en retour, dans le soin, il se passe la même chose. C'est-à-dire quand ce patient arrive, où qu'il soit dans une structure de soins, heureusement qu'il rencontre un soignant. Alors, qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Et je crois qu'il faut le parler là-dessus. Moi, je le vois des fois avec les cours d'éthique que je fais sur les cas limites de l'éthique. C'est là où ça se pose, c'est-à-dire vraiment des choses comme les personnes qui nous posent vraiment problème. La personne a dit qu'elle nous pose vraiment problème. Le précaire nous pose vraiment problème.
La lexitimique nous pose problème. On ne sait pas quoi faire avec lui. C'est tellement compliqué. Y a-t-il d'autres questions ou suggestions? Et là, c'est vrai que du coup, on parle plus des addictions avec produits. Il faut savoir que ça va quand même reçoit de plus en plus de personnes qui présentent des addictions comportementales, comme tu as pris l'exemple de l'anorexie. Là encore, il y a un rapport à un objet, et après on reprend l'addiction au jeu avec la question de la tête, donc les jeux du hasard, les jeux vidéo. Donc, quand j'interviens dans les collèges, les enseignants sont plus alertés par l'usage des écrans que par le cannabis ou l'alcool. Donc il y a toute une nouvelle génération, aussi, les drogues de synthèse, encore un objet, mais encore, moi je vais être amené à parler des drogues de synthèse. On se rend compte qu'en fait, il y a vraiment, utiliser le terme psychanalytique, c'est cette alliance entre le discours capitaliste et le progrès scientifique qui fait que, on parlait des limites, mais on est toujours en train de repousser les limites. La personne addict, elle est toujours aussi dans cette quête d'autre chose, d'une certaine façon. Là, on parle plus, effectivement, au niveau imaginaire, cet approfondissement de ce fonctionnement un peu opératoire. C'est vrai que c'est plus un peu les formes classiques, je dirais, des addictions plus connues. Je crois qu'on n'est pas fini encore avec les addictions. Oui, parce que de toute façon, même les addictions sans objet, de toute façon, bon, c'est pour ça qu'au fond, l'addiction, c'est issu de la dépendance, enfin, c'est-à-dire c'est un phénomène de dépendance pathologique, mais la dépendance, elle est innée, c'est-à-dire en fait, elle est existentielle. Nous sommes de structures dépendantes, dans l'absolu. Et même les jeux vidéo, ça parle encore de Don Quichotte. Même les jeux vidéo, ça parle de Don Quichotte. C'est pas la même chose pour celui qui sait qui joue que pour celui qui, à un moment, est enchanté et ne peut pas se désenchanter. La PlayStation, c'est ça. C'est-à-dire, on en sort, et il y a des personnes qui peuvent ne pas en sortir. Hein? C'est ça, enchantement, désenchantement. C'est encore... Donc c'est vrai que la techné, elle va amener plein de choses, mais quand même, le fond du problème, c'est toujours celui-là. C'est le rapport à l'autre. Eh oui. Serait-ce que cette culture des plateformes, des réseaux sociaux, cette façon de s'exposer aussi, on regarde, on ne sait pas qui, avec les jeunes, c'est souvent, on essaie de les mettre d'autres de cette question. Lorsque je poste une photo, qui voit la photo, avec qui je l'expose, il y a cette notion du visage aussi. Ouais. Cette histoire de fête, ou en tout cas cette histoire, je dirais, d'enchantement, on s'achète du rêve. Alors c'est vrai que c'est ça qui est important, parce que pourquoi s'acheter du rêve alors qu'on a des rêves? Et seulement on a des rêves dont on n'entend jamais parler, ou qui ne peuvent pas exister. Alors on s'achète des rêves. Des avatars. Oui. Moi aussi je pensais à ça. À midi, on discutait d'un jeu qui s'appelle Fortnite, avec des collègues qui est très addictif, un jeu qui est très alarmant. D'ailleurs, ça, c'est une petite recette intéressante, hein, surtout avec des adolescents qui prennent le cannabis. Ça a souvent marché, ça. Pourquoi tu t'achètes du rêve alors que tu as des rêves? Ouais, ça marche parfois, ça. Bon, c'est les fumeurs comme ça, hein, de cannabis occasionnel. Ça, oui, ah oui, c'est vrai. Ben écoutez, on va s'arrêter là, si vous voulez. Dans 15 jours, ce sera Anaïs Muller qui va nous parler des troubles de l'apprentissage et de cette problématique de la dépendance dans les troubles de l'apprentissage. Donc merci encore et j'espère dans 15 jours.